Salut, c'est Red et aujourd'hui on va parler de la VR. D'ailleurs, petit rappel, la semaine prochaine on commence le live de la Ludum le vendredi 4 octobre à 19 h. Donc ce sera le premier gros live de la chaîne et j'espère t'y retrouver. Ah, et abonne-toi, je te le dis jamais, c'est vrai, mais pratiquer l'abonnement c'est bon pour la santé. Voilà. Donc comme tu le sais probablement, nos prochaines productions seront des jeux en VR. Et il y a énormément de choses à dire. Avant de rentrer même dans le développement, il y a tout un ensemble de choses à savoir avant de commencer le développement de ce type de jeu. Déjà, le casque, il existe grossièrement 3 casques principaux, HTC Vive, le Valve Index et l'Oculus Rift. Et certains casques ont des déclinaisons comme le Vive Pro et le Rift S, le Quest, etc. Déjà, comment est-ce que ça fonctionne un casque VR? Dans un jeu VR, il faut connaître la position exacte du casque et des manettes, afin de pouvoir retranscrire cette position dans le jeu auquel tu joues. Donc la technologie de base, c'est un ensemble de capteurs placés autour de la zone du jeu dans le but de détecter les manettes et le casque. Tu peux voir ça comme si tu avais des caméras qui enregistraient la position des éléments, par exemple. Sauf que cette solution a un énorme inconvénient, il faut préparer la zone de jeu. C'est-à-dire qu'il faut installer correctement les capteurs à la bonne orientation, la bonne hauteur, la bonne place pour avoir une aire de jeu qui soit convenable. Et ça, c'était un des freins de la technologie. On peut pas prendre son casque tranquillement dans son sac en espérant pouvoir jouer chez un pote. Non, il y a toute une installation à faire, toute une organisation à avoir. Enfin ça, c'était avant. Donc les constructeurs améliorent au fur et à mesure les solutions techniques, et pour le cas de l'Oculus Rift S, les capteurs sont sur le casque. C'est un peu comme si on retournait le problème. Ce n'est pas les capteurs qui détectent la position du casque, mais c'est le casque qui calcule tout seul sa position. Donc les manettes aussi sont détectées avec ces fameux capteurs. Du coup, tu peux prendre beaucoup plus facilement ton casque et aller chez un pote, et l'installation est vraiment très simple maintenant. Et je pense que la concurrence va du coup s'adapter et va tendre vers ce type de solution pour les casques VR. Bon, je te ferai une capture de près, mais tu as une caméra qui est sur le dessus, sur les côtés, en face, et voilà, donc c'est suffisant pour pouvoir calculer tout seul sa position et pour détecter les manettes, à condition que les manettes ne soient pas par exemple derrière la personne, puisqu'à ce moment-là, les capteurs ne pourront pas détecter les manettes, mais dans le cas pratique, ça n'arrive presque jamais et tu t'en rends même pas compte au final. Du coup, on a pris un Rift S. C'est beaucoup plus simple d'utilisation et le confort de jeu est très bon, donc c'est nickel pour nous. Et ensuite les manettes. Ce qui est souvent cool dans les jeux VR, c'est l'immersion. On plonge réellement dans un monde. Et ça passe aussi avec les manettes. Donc elles essaient d'imiter la morphologie de la main afin que l'on puisse interagir le plus facilement possible avec le jeu. Si on prend pour exemple la manette du Rift S, tu as un bouton pour l'index, pour la prise en main plus globale, et un ensemble de boutons pour le pouce. D'ailleurs, pour améliorer l'immersion, les gens d'Oculus ont mis des capteurs sur les boutons pour savoir si les doigts sont proches du fameux bouton, ce qui permet de pouvoir voir ta main bouger en jeu, et ça marche vraiment bien, faut l'essayer pour comprendre l'immersion que ça donne. C'est ouf. D'ailleurs, une très récente annonce d'Oculus parle de la possibilité de jouer avec les mains, avec l'Oculus Quest, donc sans les manettes, et ça va détecter donc directement les mains, donc à voir ce que ça va donner au niveau de la technologie. Donc on a ce casque, et on s'apprête à créer des jeux VR, mais avant ça, il y a une étape qui est très importante, c'est jouer à des jeux VR. Le meilleur moyen de comprendre la façon de concevoir un jeu avec ce médium qui est spécifique, c'est encore de comprendre comment est-ce que les autres créateurs ont utilisé la VR pour faire de bons jeux. D'ailleurs, tu remarqueras très vite les bonnes et mauvaises pratiques en testant plusieurs jeux. Le sujet particulièrement important de la VR, c'est les déplacements. Et pour illustrer ce cas, on peut utiliser le jeu Minecraft, puisque oui, tu peux jouer à Minecraft en VR, par exemple avec Vivecraft. Donc dans ce jeu, tu peux te déplacer avec un joystick, donc comme tu as généralement l'habitude de faire, sauf que pour certaines personnes, ça rend malade. Dans la VR, tu peux souvent ressentir ce qu'on appelle de la motion sickness. C'est un terme qui désigne un malaise, voire des nausées que l'on peut avoir quand le joueur se déplace sans que l'on se déplace concrètement, physiquement. Donc ça crée une incohérence au niveau de l'oreille interne et ça rend malade certaines personnes. On peut comparer ça au mal des transports. Vu qu'en VR, tu n'as pas de repère du tout avec ce qui t'entoure, le problème est exacerbé. Et donc les devs ont trouvé des solutions à ça, par exemple la téléportation, qui est possible dans Minecraft. La motion sickness ou le motion sickness, c'est quelque chose de très personnel. Donc certaines personnes vont le ressentir très rapidement et d'autres pas du tout. Et pour certains même, à force de jouer aux jeux VR, tu vas sentir de moins en moins un malaise. Donc il paraît qu'on s'habitue avec le temps, on verra. La leçon à retenir, c'est que se déplacer avec un joystick, c'est pas forcément une bonne idée. Par exemple, ça me rend malade. D'ailleurs, t'es pas obligé d'utiliser cette téléportation en cloche qui est très utilisée dans les jeux VR. Tu peux par exemple utiliser un moyen de pointer un endroit vers lequel tu veux aller,
comme c'est le cas dans Bullet Train. C'est une version de démo qui te plonge dans une station de métro et tu te fais aggro par des robots, donc c'est un FPS. Et ce jeu amène une grosse pression, c'est tellement bien fait que tu es dans l'action et si tu as l'occasion de le tester, vraiment je te le conseille, il est ouf. Et typiquement ce genre de jeu démontre qu'il est possible de faire un design d'UX qui est très impactant, donc l'UX pour User Experience, donc c'est un sujet qui est important en VR et on en parlera. En attendant, Anna a fait un article dessus puisqu'elle a participé à un événement organisé par le RJV qui parle d'UX. Bien sûr, on a testé différents types de jeux comme ceux qui reprennent des mécaniques d'escalade, ce qui nous sert à constater les mécaniques qu'ont fait les développeurs dans le but d'apporter quelque chose de nouveau dans l'approche de faire de l'escalade en VR. On fera un épisode dessus quand on aura bien avancé sur le sujet. Donc on crée un projet Unity, on active le support des casques VR, on fait une petite scène toute bête et ça marche direct. Enfin ça marche. Uniquement la position du casque en vrai. Parce qu'il faut installer ensuite les SDK des casques que l'on vise pour ensuite pouvoir utiliser leur code pour accélérer le développement du jeu. Donc niveau SDK, on a l'Oculus, SteamVR et il existe aussi VRTK qui apporte beaucoup d'outils. Sauf que c'est difficile à faire tourner. Oculus a changé il n'y a pas longtemps son SDK, donc il y a beaucoup d'outils qui ne sont plus compatibles du tout avec. De même pour SteamVR qui est en train de migrer vers une nouvelle version. Et ça, pareil, ça casse la compatibilité, et là, c'est le drame. En fait, là, on est face à un choix technique important, qui n'est pas forcément facile à prendre, puisque SteamVR 2, dans ce cas-là, il faudra recoder absolument toutes les autres fonctionnalités. L'Oculus SDK, dans ce cas-là, on n'est pas multiplateforme, et on ne vise que ce casque-là. Et VRTK, avec les anciennes versions des SDK, ça peut marcher, mais du coup, on risque d'être obsolète assez rapidement. Du coup, qu'est-ce qu'on fait ? On n'a pas encore la réponse. Beaucoup de questions, le choix n'est pas encore arrêté sur la solution. Après cette phase de test, je suis arrivé à une bonne conclusion, je pense. Cette saison VR va être un sacré challenge. Bon, en même temps, c'est drôle puisque ça apporte du défi, mais c'est aussi un peu intimidant parce qu'on n'a pas encore tout à fait nos marques dans la VR, donc affaire à suivre, mais je sens qu'on va bien s'amuser. Dans l'épisode prochain, on va parler de notre jeu de clone VR, qui devrait avoir bien avancé, j'espère. Donc cet épisode ne sera pas là la semaine prochaine, puisque je te rappelle que la semaine prochaine, c'est le live avec la Ludum Dare. D'ailleurs, tant qu'on parle d'événements, il n'y a pas longtemps, on a pris part à un atelier préparé par Sandre de la chaîne Le Carnet Digital de Sandre. Donc c'était à la Bibliothèque publique d'information à Paris, et c'était super cool. Anna a d'ailleurs fait un article sur l'événement, que je te conseille de lire. Et merci à Sandre pour cet événement. Bien évidemment, le lien de sa chaîne est en description. Donc là, au moment où je tourne, on est vendredi. Et là, dans 1 heure, je vais devoir partir pour aller pitcher le jeu à la bibliothèque publique d'information. Donc, je te mettrai quelques images si on a pris le temps de le faire. Et du coup, suis-nous sur les réseaux sociaux, donc Facebook, Instagram, Twitter et Discord. Merci aux tipeurs et aux personnes qui regardent des publicités sur Utip. Et on se dit à la semaine prochaine avec le live de la Ludum Dare. Et ça va être trop bien. La bise.